Des employés humilient une femme de ménage noire. 5 jours plus tard, elle licencie le PDG. Si tu es nouveau ici, je t'invite à aimer la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour m'aider à apporter de nouvelles histoires pour toi. Au cœur d'une métropole agitée, où les lumières artificielles tentent de masquer les ombres d'une société inégale, vit Mathilde. Au travail, Mathilde est minutieuse, méticuleuse. Chaque geste qu'elle fait avec son chiffon ou son seau reflète le sérieux avec lequel elle aborde ses responsabilités. Elle connaît chaque détail du bureau, chaque recoin et chaque interstice. Malgré tous ses efforts, Mathilde est rarement remarquée, sauf pour ses erreurs, qui, pour quelqu'un dans sa position, semblent impardonnables. Et elle le ressent. Chaque regard de mépris, chaque demande faite sans même un merci, chaque expression d'impatience lui rappelle qu'elle n'est là que pour exécuter une fonction. Pendant la réunion, l'un des cadres, par une maladresse courante, renversa une tasse de café sur la table, répandant le liquide sombre et épais, qui commença à couler entre les papiers et documents importants. La petite tache devint rapidement une source de trouble. Le PDG, Jean, un homme à l'expression sévère et au tempérament impitoyable, ordonna immédiatement de faire appel au service de nettoyage pour résoudre ce désagrément. Mathilde, qui se trouvait à un étage en dessous, fut appelée. Elle monta vers le bureau avec des pas fermes, portée par le sérieux de son travail, toujours empreinte de respect. En arrivant dans la salle de réunion, elle vit les expressions d'agacement et d'impatience des cadres. Sans hésiter, elle leur adressa un salut poli, presque imperceptible, et s'approcha de la table avec ses instruments de nettoyage. Il y avait en elle une humilité fière, un respect pour elle-même et pour les autres que peu de personnes dans cette pièce étaient capables de percevoir à cet instant. En silence, Mathilde nettoya le café renversé, veillant à ce qu'aucun document important ne soit endommagé. Chaque mouvement était précis, tandis que les cadres, impatients, murmuraient entre eux, attendant qu'elle ait fini pour pouvoir reprendre la réunion. C'était une routine pour Mathilde, qui s'était habituée aux expressions d'impatience et au manque de reconnaissance. Elle faisait simplement ce qu'elle avait à faire, restant invisible aux yeux de ces personnes qui, jour après jour, la voyaient comme un simple outil, une pièce anonyme dans la grande machine de l'entreprise. Mais ce jour-là, un faux pas changea tout. En ajoutant la dernière touche de nettoyage, Mathilde glissa sur le sol qu'elle venait de nettoyer. En une seconde, elle perdit l'équilibre, et le bruit de sa chute résonna dans la salle de réunion, réverbérant entre les parois de verre et le sol impeccablement poli. L'impact fit basculer les seaux et les produits de nettoyage, répandant un liquide épais sur le sol et dans l'environnement autour. Des papiers et documents furent tachés, tandis que Jean lui-même et certains cadres à proximité furent éclaboussés par l'accident. Une situation qui aurait pu être accueillie avec empathie se transforma rapidement en un tribunal de jugement et de mépris. Jean explosa immédiatement de colère. Pour lui, ce n'était pas seulement une erreur, c'était une offense personnelle. « Inutile, folle, tu ne sers à rien !» cria-t-il, ces mots chargés de haine, résonnant avec une violence qui plongea la salle dans un silence tendu. Les cadres, mêlant surprise et inconfort, observaient en silence, comme s'ils assistaient à une scène lointaine. Mathilde, encore à terre, sentit la honte et la douleur brûler dans sa poitrine. Elle tenta, dans un geste de dignité, de se relever, mais le poids des paroles de Jean la rendait plus petite, presque incapable de réagir. Et si les insultes de Jean ne suffisaient pas, l'humiliation atteignit un nouveau niveau. L'une des cadres, irritée par la saleté sur son costume coûteux, fit un pas vers Mathilde avec une expression de dégoût. Ne se retenant pas, elle la poussa violemment, comme si elle voulait non seulement l'éloigner, mais aussi la punir pour cet accident. « Regarde ce que tu as fait !» cria la femme, sa voix tranchante, accompagnée de rires étouffés de certains cadres qui semblaient trouver une distraction dans cette scène. Mathilde se sentit perdue, entourée de regards qui la jugeaient.
la considérait comme moins qu'humaine. Elle se voyait là, au sol, les larmes contenues luttant pour ne pas tomber, avalant son indignité en silence. Les paroles de Jean, les regards froids des autres, la poussée inutile. Tout cela formait un poids insupportable sur Mathilde, une oppression qui semblait lui couper le souffle. Elle se sentait s'effondrer de l'intérieur, chaque insulte et chaque geste de mépris créant des fissures dans sa dignité. À cet instant, Mathilde prit conscience que, pour les personnes présentes, elle n'était qu'une ombre, quelqu'un de jetable, qu'on pouvait insulter et humilier sans conséquence. Avec le peu de force qui lui restait, Mathilde réussit enfin à se relever et, sans regarder en arrière, quitta la salle. Elle traversa le couloir d'un pas rapide, sentant le poids des regards des collègues qui avaient été témoins de l'incident. Les murmures de certains résonnaient encore, comme si sa chute et son humiliation n'étaient qu'une distraction supplémentaire pour rompre la monotonie de la journée. Mathilde, qui avait toujours porté en elle l'espoir que le travail et le respect pourraient lui ouvrir des portes, ne ressentait plus qu'un goût amer de déshumanisation et de mépris. Mathilde courut à travers les couloirs froids et impersonnels du bâtiment, le cœur battant, chaque battement résonnant l'humiliation qu'elle venait de subir. Dehors, au rez-de-chaussée du bâtiment, l'air de la rue sembla être une bouffée de liberté, mais la blessure de l'humiliation ne cicatrisait pas aussi facilement. Alors que Mathilde tentait de reprendre son souffle, une présence familière s'approcha. C'était Julien, le vigile du bâtiment, un homme fort au regard serein, mais qui, en ce moment, avait une expression de préoccupation. Julien était quelqu'un qui, tout comme elle, affrontait chaque jour la lutte pour la dignité dans un environnement où le respect n'était pas une priorité pour beaucoup. Il perçut immédiatement l'état de Mathilde et, avec une voix douce mais ferme, lui demanda « Mathilde, que s'est-il passé? Ça va ?» Pendant un instant, les mots de Julien furent une ancre dans la tempête qui grondait en elle. Mathilde tenta de contenir sa voix tremblante, mais devant l'empathie de son ami, la douleur déferla. Et elle, entre des sanglots, raconta chaque détail. Elle décrivit le café renversé, l'accident qui l'avait fait chuter, la fureur implacable de Jean, les mots chargés de mépris et, enfin, l'agression physique et l'abandon. Julien écouta tout en silence, son expression se durcissant au fur et à mesure que l'histoire avançait. Il était un homme habitué à voir de près les injustices, mais le récit de Mathilde était trop pour lui. La colère commença à monter en lui, une fureur froide et contrôlée que seules les années d'expérience face au mépris et à la discrimination pouvaient alimenter. « Cela ne peut pas rester ainsi, Mathilde, » dit-il, sa voix chargée de détermination. Mathilde, encore essoufflée, secoua la tête, comme si elle voulait se convaincre que mieux valait oublier, que peut-être il serait plus sûr de tout laisser passer. Mais Julien était déjà décidé. Cette scène, son visage marqué par les larmes et la honte, resterait à jamais gravé dans sa mémoire. Sans réfléchir à deux fois, Julien leva les yeux vers les étages supérieurs, comme s'il pouvait voir à travers les murs glaciales le visage de Jean et des autres cadres. Avec un regard féroce, il se tourna vers Mathilde et dit « Attends ici, je vais régler ça. » Avant que Mathilde ne puisse protester, Julien traversait déjà le hall en direction des ascenseurs. Elle resta là, immobile, partagée entre l'envie de le retenir et le désir qu'il aille affronter ceux qui l'avaient traité avec tant de mépris. En elle, une lueur d'espoir tentait de survivre au milieu de la peur et de l'humiliation. Julien était son ami, un homme qui avait toujours maintenu une attitude calme et protectrice, mais qui semblait maintenant entouré d'une aura de fureur contenue. Quand Julien arriva au 15e étage, l'ambiance était imprégnée d'un silence glacial, tandis que Jean et quelques cadres discutaient, probablement de l'interruption causée par Mathilde.
Julien entra dans le bureau sans être annoncé, ignorant la surprise et le malaise que sa présence suscitait parmi ces hommes et femmes. Jean, encore irrité, leva les yeux, percevant l'expression dure et défiante de Julien. « Que penses-tu faire ici, Julien ?» dit Jean, d'un ton mêlant arrogance et irritation. Julien prit une profonde inspiration, tentant de maîtriser la colère qui bouillonnait en lui. Chaque fibre de son être voulait confronter Jean, mais il savait qu'il devait garder son sang-froid. D'une voix ferme et basse, il dit « Je suis venu parler de Mathilde. Ce qui s'est passé était une lâcheté. Il n'y a aucune excuse pour ce que toi et tes employés lui avez fait. » Jean éclata de rire, un rire cynique et arrogant, comme s'il trouvait la réaction de Julien exagérément pathétique. Il se leva de sa chaise, toisant le vigile de haut en bas, avec l'expression de quelqu'un qui considérait cette confrontation comme une simple nuisance. « Tu ne comprends rien, Julien, » répondit Jean avec dédain. « Cela ne te regarde pas, elle n'est qu'une femme de ménage. Elle est là pour faire son travail et disparaître ensuite. Si elle ne peut pas le faire sans causer un désastre, alors elle ne sert à rien. Et toi aussi, tu devrais te rappeler où est ta place. » Ces derniers mots furent comme des étincelles sur le combustible que Julien gardait en lui en silence depuis si longtemps. Lui, qui contenait toujours son indignation avec un sang-froid à toute épreuve, dépassa cette fois ses propres limites. Dans un élan de révolte, Julien s'avança vers Jean et avant que quiconque puisse réagir, le saisit par les épaules et le jeta au sol. Les cadres autour poussèrent des exclamations de choc, mais aucun n'osa intervenir. Là, au milieu de ce luxueux bureau, la lutte entre Julien et Jean était bien plus qu'une simple bagarre. C'était le combat de décennies d'abus, d'inégalité et de mépris. Jean tenta de réagir, mais il faisait face à un homme dont le cœur battait avec la douleur de Mathilde, avec l'humiliation de tant de personnes qui, comme lui et Mathilde, étaient considérées comme jetables. Julien le tenait fermement, tandis que sa voix résonnait dans la pièce. « Tu n'as pas le droit de traiter qui que ce soit de cette façon, Jean. Ni Mathilde, ni moi, ni personne. Ça suffit. » Jean, humilié, et avec son orgueil blessé, essaya de crier à l'aide, mais Julien le maintenait fermement, sans lui laisser d'échappatoire. Julien savait qu'il avait besoin de quelque chose de plus, d'une action définitive qui apporterait à Mathilde une forme de justice. Sans hésiter, il traîna Jean jusqu'à l'ascenseur, ignorant les protestations et les murmures horrifiés des autres cadres. Dans la descente jusqu'au rez-de-chaussée, le silence entre Julien et Jean était tendu et chargé de tension. Jean, immobilisé, goûtait enfin à la peur qu'il avait infligée tant de fois aux autres. En arrivant dans le hall, Julien regarda Mathilde, qui observait la scène avec un mélange de stupéfaction et de gratitude, sans encore tout comprendre de ce qui se passait. En arrivant à l'entrée du bâtiment, Julien appela la police et s'assura de raconter en détail tout ce qui s'était passé. L'expression de Jean, autrefois puissante, n'était désormais que honte et désespoir. Au commissariat, l'atmosphère était sombre et tendue. Mathilde était assise sur une chaise en plastique dans un coin de la salle, se serrant les bras comme pour essayer de se protéger d'une réalité qui l'écrasait de toutes parts. Le sentiment d'injustice brûlait en Julien, qui regardait Mathilde avec un mélange de tristesse et de détermination. Il savait que ce qu'elle avait traversé était inacceptable, une marque indélébile de cruauté que peu de gens pouvaient comprendre. Il respirait profondément, tentant de maîtriser la rage qui bouillonnait en lui. Mais la simple pensée de Mathilde, son amie loyale et dévouée, humiliée et agressée, rendait la douleur insupportable. « Mathilde » dit-il d'une voix basse et grave, essayant à la fois de l'apaiser et de trouver des mots pour consoler l'inconsolable. « Je suis désolé que tu aies dû endurer cela. Ce n'est pas juste, et cela ne peut pas se finir ainsi. » Mathilde,
les yeux encore humides, lui adressa un sourire amer, comme si elle était déjà habituée à avaler la douleur. Elle le regarda, et Julien put voir à quel point elle était forte et fragile à la fois, comme un rocher érodé par les vagues du temps, qui tenait bon mais qui portait en lui des fissures invisibles. « Julien, j'en ai l'habitude maintenant », dit-elle d'une voix mêlant résignation et une touche de désespoir. « Des gens comme nous, ce n'est jamais différent. On nous traite comme des riens, comme des invisibles, et, au moment où on commet une erreur, on nous traite comme si on était la pire chose au monde. » Julien sentit son cœur se serrer à ces mots. Il savait que Mathilde avait raison, mais pour lui, l'accepter était presque insupportable. Il voulait faire plus, il voulait lutter contre cela de toutes ses forces. La révolte qu'il ressentait était une vague croissante, comme un tonnerre prêt à déchirer le ciel. « Ce n'est pas juste, Mathilde. Ils ne peuvent pas te traiter de cette façon. Ils n'ont pas le droit de piétiner ta dignité, de t'humilier comme ça, » dit-il, avec une fermeté qui donnait à ses mots des airs de promesse. « La justice sera faite, je te le promets. Je ne vais pas me reposer tant qu'ils n'auront pas payé pour ça. » Mathilde regarda Julien, ses yeux fatigués, mais empreints d'une affection silencieuse. Elle savait qu'il essayait d'être fort pour elle, qu'il connaissait lui aussi l'injustice de près. Mais, à ce moment-là, elle ne pouvait pas croire en la justice. Les années d'humiliation et le poids d'être invisible avaient rendu cette idée presque impossible. « Julien, tu ne comprends pas, » dit-elle, la voix tremblante, un lourd soupir s'échappant de ses lèvres. « Des gens comme Jean, ils s'en sortent toujours. Ils ont le pouvoir, l'argent, l'influence. Moi, je ne suis qu'une femme qui nettoie les restes qu'ils laissent derrière eux. Aujourd'hui, c'était du café renversé. Demain, qui sait ?» Julien resta silencieux un moment, absorbant ces mots, mais il ne pouvait pas. Il ne voulait pas accepter cela. Il ne pouvait pas voir Mathilde aussi abattue, aussi remplie d'une douleur qui semblait sans fin. Il savait que les choses ne seraient pas faciles, que le pouvoir était, en effet, entre les mains de personnes comme Jean, mais il savait aussi que Mathilde ne méritait pas cette douleur, qu'elle ne devait pas porter cette injustice comme un fardeau quotidien et silencieux. « Écoute, Mathilde, tu n'es pas seule. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu penses qu'ils vont toujours gagner. Mais cette fois, je te promets que je vais me battre pour toi. Je ferai tout ce qu'il faudra pour que la vérité éclate, » dit-il, sa voix désormais empreinte d'une conviction inébranlable. Ils devront répondre de leurs actes. Mathilde le regarda, et à cet instant, elle ressentit une lueur d'espoir. Elle savait que Julien n'était pas seulement un ami. Il représentait pour elle une force silencieuse, quelqu'un qui se battait pour elle même quand personne d'autre ne semblait prêt à voir l'injustice. Julien était la présence qui lui donnait un peu de réconfort au milieu de la tempête. En attendant l'arrivée des avocats et les formalités qui traînaient au commissariat, Julien resta aux côtés de Mathilde. Le silence entre eux était complice, une communication muette mais profonde où il lui faisait passer la certitude que, quoi qu'il arrive, elle ne serait pas seule. Et Mathilde, bien que son cœur soit encore meurtri, commençait à croire qu'il y avait peut-être, pour la première fois, une chance que quelqu'un réponde des injustices qu'elle avait subies. Après un moment, ils furent libérés. Mais Jean, par un miracle ou grâce à son influence, réussit rapidement à trouver un avocat pour lui-même. Julien accompagna Mathilde jusqu'à chez elle, et, tout au long du chemin, il lui parla avec une sérénité qui apaisait son cœur blessé. Il lui dit des mots de consolation, lui rappelant qu'elle avait le droit de rêver de justice, que personne, absolument personne, ne pouvait lui enlever sa dignité. En arrivant devant la petite maison de Mathilde, Julien la regarda avec une expression mêlant respect et bienveillance. « Mathilde, peu importe ce qui arrivera, je serai avec toi. Demain, nous ferons face à ce qui viendra, mais tu n'es pas seule, tu ne le seras jamais. »
Le lendemain matin, Julien retourna au bâtiment avec un but bien plus fort que pour un jour de travail ordinaire. Ses pas résonnaient fermement et décidément dans le hall, son visage affichant une détermination implacable, une certitude née du sentiment d'injustice combinée à un objectif clair. Mathilde n'était pas encore arrivée, et Julien savait que c'était le moment idéal pour confronter Jean, sans les voix des autres, sans les regards qui rappelleraient les hiérarchies imposées dans cet endroit. Julien, autrefois connu pour son calme et son attitude amicale, était maintenant une présence sérieuse et inébranlable. Il monta au 15e étage, et en ouvrant la porte du couloir menant au bureau principal, il aperçut le visage familier du PDG, Jean, qui se préparait pour une autre réunion. Jean le vit du coin de l'œil et esquissa un sourire cynique, ce même sourire méprisant avec lequel il avait humilié Mathilde. C'était le genre d'expression qui renvoyait un rappel glacial de son pouvoir, comme s'il contrôlait non seulement l'environnement autour de lui, mais aussi la vie de tous ceux qui dépendaient de cet emploi. Julien, cependant, ne recula pas. Il marcha d'un pas ferme vers Jean, traversant le couloir, et s'arrêta devant lui. Jean l'observa avec une expression d'agacement et d'impatience. « Julien, que fais-tu ici ?» demanda Jean d'un ton tranchant, comme s'il exigeait une obéissance sans questionnement. « Tu vois bien que nous sommes occupés ?» Julien maintint son regard fixé. Il ne recula pas, ne détourna pas les yeux, et sa voix, bien que calme, portait une tension impossible à ignorer. « Jean, je suis ici pour parler de Mathilde, » dit Julien, ses mots chargés d'un poids presque palpable. Jean haussa un sourcil, comme si le sujet était insignifiant, une gêne qu'il s'apprêtait à écarter. Il soupira avec impatience, croisant les bras, tandis qu'un regard sarcastique apparaissait sur son visage, incapable de cacher le mépris qu'il ressentait pour Mathilde et pour tous ceux qu'il considérait comme inférieurs. « Ah, bien sûr, Mathilde, » répondit Jean avec une voix chargée de dédain. « Cette femme qui a presque gâché notre réunion hier. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire, Julien. Elle est femme de ménage, elle devrait savoir où est sa place. Et toi ?» Il plissa les yeux, sa voix devenant aussi tranchante qu'une lame. « Tu devrais le savoir aussi. » Ces mots coupèrent Julien comme un couteau, mais au lieu de reculer, il sentit la fureur monter en lui. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser cet homme impuni, qu'il devait, au moins cette fois, regarder Jean dans les yeux et lui faire comprendre que le respect et la dignité n'étaient pas réservés aux titres ou aux positions sociales. « Non, Jean, tu as tort. Mathilde n'est pas simplement une femme de ménage. Elle est une personne avec la même dignité que toi ou que quiconque ici. Tu penses que ton poste te donne le droit de la traiter comme si elle n'était rien ?» répliqua Julien, sa voix gagnant en intensité, résonnant dans le bureau qui commençait à attirer l'attention des autres employés. Jean émit un rire sec, un son résonnant de mépris. Il regarda Julien comme s'il disait quelque chose d'absurde, comme si cela ne valait même pas la peine d'en discuter. « De la dignité ?» répliqua Jean d'une voix cynique. « Écoute, Julien, elle devrait être reconnaissante d'avoir ce travail. D'ailleurs, toi aussi. Des gens comme vous ont de la chance d'être ici. Je pourrais virer n'importe lequel d'entre vous à tout moment. Alors, je vous conseille de vous rappeler où vous êtes. » C'était la goutte d'eau. Julien sentit une chaleur intense monter en lui, une énergie qu'il ne pouvait plus contenir. Dans un élan de justice et de révolte, il s'avança vers Jean, le saisissant par le col de sa chemise et approchant son visage du sien, laissant ses mots s'échapper dans un murmure chargé de menaces. « Ça suffit, Jean. Tu ne traiteras plus personne de cette façon, ni Mathilde, ni moi. Nous sommes aussi humains que toi, » dit Julien, sa voix profonde et chargée d'émotion, les yeux fixés dans ceux de Jean, qui, surpris et mal à l'aise, tentait de se dégager. Jean se débattit, tirant sur son col, mais la poigne de Julien le maintenait immobile. Il n'avait jamais vu Julien ainsi,
n'avait jamais imaginé que ce vigile qui arpentait toujours les couloirs en silence pouvait avoir une telle force, une posture aussi inébranlable. « Lâche-moi maintenant, Julien !» cria Jean, sa voix résonnant dans le bureau. Quelques employés, attirés par le tumulte, commencèrent à se rassembler à l'entrée, observant la scène avec un mélange de surprise et d'approbation silencieuse. Mais Julien ne céda pas. Il savait que c'était le moment de montrer à Jean qu'il y avait des limites aux abus, qu'il existait une ligne qu'il ne pouvait pas franchir sans conséquence. Chaque mot de Jean, chaque geste de mépris, chaque insulte à Mathilde et aux autres, tout résonnait dans l'esprit de Julien, nourrissant sa détermination à ne pas laisser cet homme s'en sortir impunément. « Tu n'insulteras plus personne, et tu te souviendras que peu importe ton poste, le respect est une obligation. Pas pour ce que nous faisons, mais simplement parce que nous sommes humains, » dit Julien, sa voix empreinte d'une force inébranlable. Jean, déjà essoufflé, regarda autour de lui, sentant la pression des regards. Il était humilié, exposé, et, pour la première fois, il ressentait le poids d'une position vulnérable. Mais dans un dernier effort de défi, il fit un pas en arrière et tenta de parler avec son habituelle froideur. « Je vais m'assurer que tu ne travailles plus jamais nulle part après aujourd'hui. Toi et Mathilde n'êtes rien compris. Rien. » Julien avança d'un pas, imperturbable, son regard fixé et décidé, ignorant la menace de Jean, comme si elle n'était rien de plus qu'un souffle insignifiant. « Je préfère tout perdre que de vivre dans un endroit où des gens comme toi pensent qu'ils peuvent humilier et écraser les autres sans conséquence, » répondit Julien, tandis qu'il observait Jean avec une expression de mépris qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Sans ajouter un mot de plus, Julien saisit Jean par le bras et le tira vers l'ascenseur, le traînant par sa cravate sans la moindre cérémonie. Les cadres présents observaient en silence, trop stupéfaits pour intervenir, tandis que Julien, d'un pas résolu, conduisait Jean jusqu'au rez-de-chaussée. Les murmures augmentèrent. Certains regards étaient choqués, mais d'autres, qui peut-être avaient ressenti en silence le poids de la même injustice, semblaient presque satisfaits. Quand Julien et Jean arrivèrent au rez-de-chaussée, le vigile appela la police, rapportant les abus dont Mathilde avait été victime. Les policiers arrivèrent rapidement, et Jean, autrefois empreint d'une arrogance sans borne, se retrouva soudain rempli de peur. Julien raconta toute l'histoire aux policiers, détaillant l'humiliation de Mathilde, les insultes et la violence que Jean avait utilisées pour abaisser une personne qui, bien que dans un poste moins prestigieux, était essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise. En relatant l'incident, Julien s'assura de ne laisser aucun doute sur la gravité des actes de Jean, et les policiers l'écoutèrent attentivement. Jean essayait de se défendre, mais chaque mot de Julien, chaque détail révélé, le plaçait dans une position de faiblesse et de honte. Julien avait insisté pour que la police examine les caméras de sécurité du bureau. Il savait que ces images contenaient la preuve irréfutable de ce qui s'était réellement passé. La vidéo montrait Mathilde entrant pour accomplir son travail, polie et silencieuse, nettoyant le café renversé, jusqu'au moment où elle avait glissé et chuté, emportant avec elle toute la dignité que Jean et les cadres lui avaient arrachée avec des insultes et du mépris. La caméra avait tout enregistré, chaque mot, chaque geste d'humiliation, l'agression physique de l'autre employé. Ces images, qui jusque-là n'étaient qu'une partie d'un système de sécurité, allait désormais être l'unique espoir de justice pour Mathilde. Le temps semblait passer lentement, chaque minute devenant une éternité d'angoisse. Julien, tentant de rester calme, regarda Mathilde et dit d'une voix basse et douce « Ne t'inquiète pas, Mathilde, les images parleront d'elles-mêmes. Aujourd'hui, tout ce qui s'est passé sera exposé. » Mathilde leva les yeux, essayant de trouver du réconfort dans ses mots, mais la peur et l'insécurité étaient difficiles à contenir.
Elle avait déjà été victime d'injustice à d'autres moments et savait combien le monde pouvait être cruel envers des personnes comme elle, des personnes qui, aux yeux de beaucoup, étaient considérées comme inférieures. Malgré tout, la présence de Julien à ses côtés la renforçait. Il était comme un roc solide, un port sûr au milieu de la tempête. Finalement, l'un des policiers entra dans la pièce avec un visage sérieux et fit un léger signe pour qu'il le suive. Mathilde et Julien se levèrent et suivirent le policier dans un long couloir qui les mena à une petite salle de surveillance. Au centre, un écran affichait les images enregistrées dans le bureau de l'entreprise et le policier préparait la vidéo, l'avançant jusqu'au moment exact de l'incident. Lorsque la vidéo commença à jouer, l'atmosphère dans la salle de surveillance devint tendue. Mathilde et Julien regardaient en silence. Elles pouvaient à peine regarder, mais elles savaient qu'il fallait affronter cela. Les images montraient chaque détail. Mathilde entrant dans la salle de réunion, nettoyant le café avec soin, puis le moment de la chute. La pièce sembla se figer au moment où Jean, avec une expression dure et impitoyable, commença à l'insulter. Les policiers observaient en silence, suivant la scène avec attention. Il était impossible d'ignorer le ton offensant de Jean, les mots de mépris qu'il utilisait, traitant Mathilde comme si elle valait moins que quiconque dans ce bureau. Mais la vidéo continua, et ce qui suivit fut encore plus troublant. L'autre employé, irrité et avec son costume taché, s'approcha de Mathilde et la repoussa violemment, sans se soucier du fait qu'elle était encore à terre, visiblement secouée et humiliée. L'agression était claire, et le choc dans l'expression des policiers reflétait la brutalité de l'acte. Mathilde, regardant ces scènes de l'extérieur, revivait la douleur de ce moment, ressentant à nouveau la honte et l'humiliation. Mais, en même temps, quelque chose en elle commençait à changer. Voir la vérité exposée, voir que, finalement, tout cela était révélé, était comme un rayon d'espoir perçant l'obscurité. La vidéo continua jusqu'au moment où Julien entra dans la salle et confronta Jean. Les caméras avaient enregistré la tension entre eux. Le moment où Julien, défendant la dignité de Mathilde, affronta Jean et exigea qu'il soit tenu responsable. Pour Julien, ce n'était pas un simple travail, c'était un engagement envers la vérité, le respect, quelque chose qui allait au-delà des murs d'un bureau. Après la fin de la vidéo, un silence lourd envahit la pièce. Les policiers se regardèrent, et l'un d'eux, le plus expérimenté, qui semblait être responsable du cas, prit une profonde inspiration avant de s'adresser à Mathilde et Julien. « Les images sont claires, » dit-il d'un ton grave et direct. « Ce qui s'est passé est une injustice et une violation des droits de Mathilde. Ce cas ne restera pas sans conséquence. » Mathilde ressentit un mélange de soulagement et d'incrédulité. Après tant de souffrance, il y avait enfin une possibilité de justice. Elle regarda Julien, qui l'observait avec un regard empreint de soulagement et d'une sorte de fierté silencieuse. Julien savait que ce moment était un petit triomphe, mais un triomphe important, le début d'une réparation pour la dignité de Mathilde. Mais le soulagement fut bref. Lorsque Jean se rendit compte que les preuves étaient indéniables, il contacta rapidement un avocat influent et, en quelques heures, parvint à corrompre le processus. Utilisant ses contacts et ses ressources financières, Jean soudoya le juge en charge de l'affaire. Une somme considérable, 58 000 €, fut le prix de l'injustice. Par un acte de corruption froid et calculé, il manipula le système en sa faveur, et malgré les preuves accablantes, il fut déclaré innocent. La nouvelle tomba comme une bombe pour Mathilde et Julien. Ils se sentirent trahis, écrasés par un système qui, une fois de plus, montrait que le pouvoir et l'argent pouvaient en effet tout acheter, même le silence des preuves, même la vérité. Mathilde, qui avait osé croire, ne serait-ce qu'un instant, en la possibilité de justice,
ressentit à nouveau l'amertume de la déception. Lorsque le juge prononça le verdict injuste, disant que les réactions de Jean et de l'employé étaient proportionnelles à l'impact psychologique causé par l'erreur de Mathilde, elle resta sans voix. L'indignation et le désespoir l'envahirent totalement, et ses yeux se remplirent de larmes. Mais cette fois, c'étaient des larmes de rage. Julien, de son côté, ressentit une révolte encore plus profonde. Il avait fait confiance aux preuves, pensant que le système rendrait à Mathilde la justice qu'elle méritait, mais le verdict montrait que le pouvoir de Jean et son influence l'emportaient toujours. Il serra les poings, maîtrisant sa colère, mais en lui, quelque chose avait changé. L'injustice dont il avait été témoin ne le laisserait pas en paix, et il savait que, même si le système avait échoué, il ne renoncerait pas. À la sortie du commissariat, Julien posa ses mains sur les épaules de Mathilde, la regardant dans les yeux comme quelqu'un qui tente de sceller un engagement inébranlable. « Je sais que tu as l'impression qu'ils ont gagné, Mathilde, mais ce n'est pas fini. La vérité est de notre côté, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que, un jour, cette vérité triomphe. » Quelques jours après le verdict innocentant Jean, Mathilde avait l'impression de vivre un cauchemar sans fin. L'injustice avait rongé l'espoir qu'elle avait osé nourrir, le transformant en incrédulité et en douleur. Les jours suivants furent de purs supplices. Chaque heure passée dans le bureau lui rappelait l'humiliation, les mots cruels de Jean et le mépris avec lequel il et les autres cadres l'avaient traité. Mathilde pouvait à peine respirer en entrant dans ce bâtiment, mais elle avait besoin de son travail et, malgré la douleur, elle restait forte, soutenant sa famille avec la résilience qu'elle avait toujours eue. Mais, lors d'une journée apparemment ordinaire, Mathilde reçut une convocation inattendue. Un des associés principaux de l'entreprise avait requis sa présence pour une réunion. La demande était inhabituelle. Dans sa position, Mathilde n'avait jamais eu de contact direct avec les propriétaires de l'entreprise, seulement avec ses supérieurs immédiats, qu'il avait toujours traités comme une simple pièce de maintenance dans le mécanisme impersonnel de l'entreprise. La curiosité, cependant, se mêlait à la crainte. Était-ce un piège? Une nouvelle humiliation? En montant à l'étage de la direction, Mathilde remarqua que l'ambiance était différente. Les couloirs étaient plus silencieux, comme si les employés savaient déjà, d'une certaine manière, que quelque chose d'important allait se produire. Elle sentait le poids de chaque pas en s'approchant de la porte de la salle de réunion. Son cœur battait vite. Ses mains étaient légèrement moites alors qu'elle tentait de contrôler sa respiration. En entrant dans la salle, Mathilde fut surprise par la présence de 3 hommes au visage sérieux, tous associés de l'entreprise, qui se levèrent en la voyant. La formalité du geste la laissa stupéfaite, car elle n'était pas habituée à être traitée avec autant de considération, surtout par des personnes occupant des postes aussi élevés. Il y avait un certain respect dans l'air, et Mathilde ressentit, l'espace d'un instant, une étincelle de quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté depuis longtemps, la dignité. Les associés demandèrent à Mathilde de s'asseoir, ce qu'elle fit, se sentant mal à l'aise et un peu incertaine. L'un des associés, un homme aux cheveux grisonnants et au regard réfléchi, prit la parole, rompant le silence qui emplissait la salle. « Mathilde, nous voulions vous parler directement de ce qui s'est passé, » dit-il, sa voix empreinte d'une sincérité qui semblait authentique. « Nous avons tout appris, les accusations que Jean a portées contre vous, et surtout, les images des caméras de sécurité. Nous avons vu ce qui s'est réellement passé. » Mathilde sentit un frisson lui parcourir le corps. Elle s'attendait à entendre une autre critique, un énième appel à laisser cette histoire derrière elle. Mais ce ton, il semblait différent. Elle regarda autour d'elle, cherchant un signe d'hostilité ou de mépris, mais elle ne rencontra que des regards attentifs et inquisiteurs. L'homme aux cheveux gris continua. La vérité, c'est que nous sommes profondément déçus par l'attitude de Jean,
Ce n'est pas ce que nous attendions de quelqu'un à sa position. Ce qu'il vous a fait... » Il hésita un instant, choisissant soigneusement ses mots. C'était un manque de respect, une démonstration de tout ce que nous ne voulons pas que cette entreprise représente. Mathilde cligna des yeux, essayant d'absorber chaque mot. Pour la première fois, quelqu'un dans une position de pouvoir ne reconnaissait pas seulement l'injustice, mais admettait ouvertement l'erreur. L'image de Jean, cet homme qui, quelques jours auparavant, semblait intouchable, était désormais remise en question par ses propres supérieurs. Une partie d'elle voulait croire que c'étaient de vraies excuses, une tentative sincère de réparer le tort causé. Mais une autre partie, trop blessée par l'injustice, résistait, craignant de s'autoriser un instant d'espoir. Un autre associé, plus jeune, avec une expression sérieuse, prit la parole. « Mathilde, nous savons que vous avez souffert, et nous aimerions savoir ce que vous en pensez, ce que vous croyez que l'entreprise devrait faire pour mieux gérer des situations comme la vôtre. Nous voulons écouter votre perspective. Votre voix est importante pour nous. » Ces mots semblaient presque irréels. Mathilde n'avait jamais imaginé que son opinion puisse être sollicitée et, encore moins, valorisée. Pendant un instant, elle hésita. Elle sentait que c'était un moment décisif, quelque chose qu'elle devait utiliser avec sagesse. En se ressaisissant, elle prit une profonde inspiration et décida de parler avec son cœur, sans détour, sans retenue. J'ai toujours pensé que mon travail était digne, même si bien souvent il était traité avec mépris, commença-t-elle, sa voix encore tremblante de douleur accumulée. Mais ce que Jean m'a fait... Elle s'arrêta, luttant contre les larmes. Il m'a manqué de respect, il m'a humilié devant tout le monde, et il est allé encore plus loin. Il ne me voit pas comme une personne, juste comme quelqu'un qui est là pour nettoyer ce que lui et les autres salissent. Et ça, c'est injuste. Les associés l'écoutaient avec attention, absorbant chaque mot comme s'il faisait partie d'un apprentissage qu'ils avaient négligé depuis des années. Mathilde continua. « Je pense que, pour que l'entreprise s'améliore, il est essentiel que ceux qui commettent des injustices soient tenus pour responsables, que même au sommet d'une position, personne n'ait le droit de traiter quelqu'un d'autre comme un objet jetable. Jean, il ne peut pas continuer ici après ce qu'il a fait. Si vous voulez vraiment que cette entreprise soit un endroit juste, il doit partir. » Les mots de Mathilde résonnèrent dans la salle comme un cri de vérité, de justice. Le silence qui suivit fut presque sacré, chaque associé réfléchissant à sa demande. Ils échangèrent des regards complices et acquiescèrent, comme s'ils avaient déjà pris cette décision, mais avaient besoin de l'entendre de la bouche de Mathilde pour que le poids de leur choix soit pleinement compris. L'associé aux cheveux gris reprit la parole, cette fois avec une voix ferme et résolue. « Mathilde, nous vous avons écouté et nous sommes d'accord. Jean sera licencié. Sa conduite est incompatible avec les valeurs que nous voulons pour cette entreprise. » Mathilde ressentit un soulagement indescriptible, comme si une partie du fardeau qu'elle portait avait enfin été allégée. Jean, celui qui l'avait humilié, celui qui l'avait poussé à douter de sa propre dignité, allait finalement devoir assumer les conséquences de ses actes. C'était une victoire, un éclat de justice auquel elle n'avait jamais cru possible. Et plus encore, Mathilde, ajouta l'associé le plus jeune avec un léger sourire aux lèvres. Nous souhaitons vous offrir une opportunité. Vous avez démontré non seulement une force extraordinaire, mais aussi un engagement envers l'éthique et le respect. Nous voulons vous promouvoir au poste d'assistante administrative. Nous savons que vous aurez besoin de formation, et nous sommes prêts à investir en vous, car nous croyons que vous le méritez. » Mathilde pouvait à peine croire ce qu'elle entendait, une promotion, une chance d'évoluer, d'être enfin vue et reconnue pour sa valeur. Pour la première fois, elle sentait que ces décennies d'efforts et de dévouement n'avaient pas été vaines.
Des larmes de soulagement, de gratitude et de réussite s'échappèrent finalement, et elle regarda les associés avec un sourire humble et sincère. Cette même semaine, Jean commença à planifier la première étape de sa vengeance. Utilisant ses connexions et son argent, il contacta 3 mercenaires qui travaillaient dans l'ombre. Avec eux, Jean conçut une attaque directe contre le point le plus sensible de Mathilde, sa famille. Il savait qu'attaquer directement Mathilde ne suffirait pas. Il voulait la voir détruite. Il voulait qu'elle se sente vulnérable et impuissante, comme lui-même s'était senti lorsqu'elle l'avait confrontée et exposée. David, le mari de Mathilde, était un homme fort et résilient, mais Jean savait qu'il ne pourrait rien faire contre les mercenaires qu'il avait engagés. Le plan était simple et cruel. Les hommes suivraient David en sortant de chez lui, et, lors d'une embuscade en pleine nuit, le passeraient à tabac jusqu'à le laisser entre la vie et la mort, laissant entendre que ce n'était qu'un début. Jean voulait que Mathilde voie les conséquences de son audace. Il voulait qu'elle ressente la peur et la douleur qu'il pensait avoir le droit de lui infliger. Le lendemain matin, Mathilde quitta la maison tôt pour aller au travail, comme elle le faisait tous les jours, ignorant l'horreur qui l'attendait chez elle. En rentrant au début de la soirée, elle découvrit une scène qui lui coupa le souffle. La porte d'entrée était entr'ouverte, et, en entrant dans le petit salon, elle trouva David étendu par terre, le visage gonflé et couvert d'ecchymoses, les yeux à peine ouverts par la douleur, peinant à la regarder. « David !» cria Mathilde courant vers lui, la voix tremblante de panique et d'incrédulité. « Que s'est-il passé? Qui t'a fait ça ?» David tenta de parler, mais la douleur était trop intense. Mathilde, désespérée, commença à examiner chaque blessure, cherchant à comprendre l'étendue de ses blessures. Tandis qu'elle prenait soin de lui, les yeux de David s'ouvrirent un peu plus, et il parvint à murmurer « Mathilde, ils ont dit que ce n'était que le début. Ils ont dit que tu devrais démissionner. » Ces mots transpercèrent le cœur de Mathilde comme des lames. Elle comprit immédiatement qui était derrière cette violence. Jean, l'homme qu'elle croyait avoir affronté et vaincu, était de retour, utilisant des méthodes encore plus cruelles. L'idée que son mari, un homme innocent et travailleur, puisse être attaqué en représailles pour sa lutte pour la dignité, était presque insupportable. Des larmes brûlantes coulèrent sur le visage de Mathilde, se mêlant à la révolte et à la peur. En se calmant suffisamment pour réfléchir, elle aida David à s'asseoir sur le canapé et, après lui avoir donné un verre d'eau, elle lui promit que rien de tout cela ne resterait impuni. Cependant, alors qu'elle l'aidait à reprendre ses esprits, elle aperçut quelque chose qui lui glaça le sang. Un message écrit en lettres majuscules sur la fenêtre de sa maison. Une phrase courte et directe, mais qui portait une menace terrible. « Démissionne ou quelque chose de terrible arrivera. » Mathilde sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était plus qu'une menace, c'était un avertissement indiquant que Jean n'hésiterait devant rien pour la détruire. Elle savait que, si elle restait dans son emploi, sa famille continuerait à être en danger. Cependant, quitter son poste signifiait perdre le moyen de subsistance pour lequel elle s'était tant battue, renoncer à nouveau à sa dignité et être vue comme quelqu'un de jetable, sans voix. Le dilemme était cruel. Comment protéger sa famille tout en préservant ce qu'elle avait conquis? Mathilde passa la nuit éveillée, aux côtés de David, essayant de calmer les enfants, tentant elle-même de trouver un peu de paix au milieu de la peur qui envahissait son cœur. Mais, malgré tous ses efforts, elle savait que Jean était déterminé à faire de sa vie un enfer. Il voulait détruire tout ce qu'elle avait construit. Et elle devait maintenant décider jusqu'où elle était prête à aller pour protéger ce qu'elle avait de plus précieux. Le lendemain, en arrivant au bureau, Mathilde fut de nouveau convoquée par les associés. Ils avaient entendu parler de la menace et de l'attaque contre David et semblaient préoccupés par son bien-être.
l'un des associés, un homme plus âgé qui avait soutenu Mathilde depuis le début, la regarda avec une expression sérieuse et lui dit « Mathilde, nous avons appris ce qui s'est passé. Jean agit clairement au-delà de toute raison, et nous voulons que vous sachiez que nous sommes de votre côté. Si vous avez besoin de quelque aide que ce soit, nous sommes ici pour vous. » Mathilde, déjà fatiguée et émotionnellement épuisée, les regarda et, dans un élan de sincérité, révéla son dilemme. « J'ai pensé à démissionner. Il a menacé ma famille. Il a fait ça à mon mari. » dit-elle, la voix tremblante, mais retenant ses larmes. « Je ne peux pas risquer leur sécurité. » L'associé le plus jeune, qui avait écouté en silence jusque-là, se pencha en avant et, d'un ton qui révélait sa détermination, déclara « Mathilde, nous ne laisserons pas Jean gagner. Il ne peut pas vous forcer à partir ainsi. Nous savons que c'est injuste et dangereux, mais nous sommes prêts à vous soutenir. Et, pour vous montrer que vous êtes apprécié ici, nous avons décidé d'augmenter votre salaire de 10 000 €. Nous voulons que vous restiez et que vous sachiez que votre place est assurée ici. » Mathilde ressentit une vague de soulagement et de gratitude. Cette augmentation était un soutien concret, une façon de dire que sa lutte avait de la valeur, que ses efforts n'étaient pas invisibles. Et cet argent supplémentaire représentait plus de sécurité pour sa famille, une chance de se protéger et de résister aux menaces de Jean. À ce moment-là, elle comprit qu'elle n'était plus seule. Elle avait le soutien des associés, la confiance de ses collègues et surtout sa propre force et détermination. Elle décida que, quoi que Jean tente de faire pour l'intimider, elle ne se rendrait pas. Il y avait en jeu quelque chose de plus grand que la peur, sa dignité, son courage et la promesse d'une vie meilleure pour ses enfants. Ce même jour, en quittant le bureau, Mathilde fut accueillie par les regards attentifs des employés de l'immeuble, et parmi eux se trouvait Julien, son ami et confident, qui l'attendait près de la sortie. Julien observait Mathilde avec un regard mêlé d'inquiétude et de fierté. Il savait qu'en restant dans l'entreprise, Mathilde faisait un choix courageux, mais aussi risqué, surtout après les menaces de Jean. « Mathilde, comment s'est passée la réunion ?» demanda Julien, essayant de cacher l'inquiétude dans sa voix. Mathilde esquissa un sourire fatigué mais sincère. Elle se sentait épuisée, mais déterminée. Elle savait que le chemin à venir serait difficile, mais elle était prête à affronter ce qui l'attendait. « Ils m'ont proposé une augmentation, Julien. Ils ont dit qu'ils voulaient que je reste, que j'étais importante pour l'entreprise, » répondit Mathilde, la voix encore empreinte d'incrédulité. « Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. » Julien hocha la tête, fier d'elle, mais son expression restait empreinte d'un sentiment d'alerte. Il comprenait l'ampleur des menaces de Jean, l'esprit calculateur de cet homme qui ne connaissait pas de limites lorsqu'il s'agissait de se venger de ceux qu'il considérait comme des ennemis. « Mathilde, tu sais que Jean ne s'arrêtera pas là, » dit Julien, la voix grave et sérieuse. « Il pourrait tenter quelque chose de pire. Les gens comme lui n'acceptent pas la défaite, et il est prêt à tout pour te voir détruite. » Mathilde prit une profonde inspiration, ressentant le poids de ces mots, mais quelque chose en elle se renforçait à chaque obstacle, à chaque menace. Elle regarda Julien avec une expression déterminée, comme si son âme avait été fortifiée par le soutien inattendu qu'elle avait reçu. « Je sais, Julien, » dit-elle avec fermeté, « mais je ne vais pas reculer, pas maintenant. Il veut que je renonce, que je me sente petite et insignifiante. Mais si je pars, je lui montrerai qu'il a gagné, que la peur est plus forte que ma volonté de continuer. Et je ne peux pas lui donner cette satisfaction. » Julien admire le courage de Mathilde. Il comprenait combien il lui était difficile de rester ferme, surtout après ce que Jean avait déjà fait à David, et les menaces contre sa propre vie et celle de sa famille. Julien savait qu'elle affrontait non seulement un homme puissant, mais aussi un système qui avait toujours cherché à la réduire au silence et à la soumission. Et, malgré toutes les difficultés,
Mathilde résistait. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Mathilde retrouva David, son mari, qui se remettait encore de l'agression. Leurs enfants, déjà endormis, représentaient l'image d'un avenir qu'elle ne pouvait pas abandonner, une promesse silencieuse qu'elle s'était faite à elle-même. David, portant encore les marques de l'agression sur le visage, l'observa avec des yeux pleins d'amour et d'inquiétude. « Mathilde, es-tu certaine de vouloir continuer ?» demanda-t-il, la voix basse et hésitante. « Je m'inquiète pour toi, pour ce que Jean pourrait faire, et pour ce que cela pourrait signifier pour notre famille. » Mathilde s'assit à ses côtés, tenant sa main avec tendresse. Elle savait que David craignait pour elle, que l'insécurité et la peur étaient des ombres constantes dans leur vie. Mais elle savait aussi qu'il comprenait l'importance de la dignité, du respect qu'elle cherchait tant. « David, je ne peux pas partir maintenant, » dit-elle d'un ton doux mais déterminé. « L'entreprise m'a enfin reconnu. Elle m'a donné une chance de progresser, de construire quelque chose pour nous, pour nos enfants. Si je cède à Jean, j'enseignerai à nos enfants qu'il faut accepter l'injustice, que des gens comme nous doivent baisser la tête. Je ne peux pas leur montrer cela. » David la regarda longuement, les yeux brillants d'admiration. Il savait que Mathilde était une femme d'un courage rare, quelqu'un qui affrontait le monde non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui dépendaient d'elle. Finalement, il acquiesça, serrant doucement sa main avec tendresse. « Si tu crois que c'est la bonne chose à faire, je serai avec toi, toujours, » répondit-il, avec un sourire fatigué, mais sincère. Cette nuit-là, Mathilde s'endormit avec la sensation qu'elle avait pris la bonne décision, malgré tout, mais ce calme ne dura pas longtemps. Mathilde se remettait à peine des menaces et de l'attaque violente contre son mari lorsque le prochain coup de Jean tomba sur elle, comme une tempête froide et inattendue. L'atmosphère au bureau, auparavant tendue, devint hostile et oppressante. Les regards de ses collègues n'étaient plus empreints de simple curiosité ou sympathie. C'étaient des regards durs, inquisiteurs, accusateurs. Mathilde avait l'impression d'être devenue une étrangère dans son propre lieu de travail, entourée de rumeurs et de murmures qu'elle ne comprenait pas. Elle ignorait encore que Jean avait franchi toutes les limites de la moralité et de la décence. Résolu à la détruire, il avait engagé des hackers pour lui tendre un piège méticuleusement élaboré. Utilisant des outils de manipulation numérique, les hackers fabriquèrent une série de conversations fausses, d'une précision troublante. Dans ces échanges, Mathilde semblait planifier le détournement d'argent de l'entreprise, mentionnant des détails comme des dates, des montants et même des méthodes de transfert, comme si elle avait tout planifié froidement. Les messages simulaient une Mathilde qu'elle-même ne reconnaîtrait pas, une femme prête à trahir la confiance des associés qui l'avaient soutenue et promue. Jean s'assura que les messages paraissent aussi authentiques que possible. Avec l'aide des hackers, il distribua ses captures d'écran dans toute l'entreprise et, de manière encore plus cruelle, les publia sur les réseaux sociaux et les envoya à des groupes d'employés, faisant en sorte que le scandale se propage rapidement. En quelques heures, Mathilde passa de l'employée respectée à la suspecte de fraude, une criminelle potentielle. Ce matin-là, en entrant dans le bâtiment, Mathilde sentit que quelque chose allait terriblement mal. Le silence qui l'entourait, les regards emplis de méfiance et de mépris, tout était différent, tout avait changé. Elle traversa le hall et, à mesure qu'elle avançait, elle entendait de petits fragments de conversation étouffés mentionnant son nom, suivis de rires discrets et de gestes de désapprobation. En arrivant à son étage, elle trouva un groupe de collègues qui, dès qu'ils la virent, se dispersèrent, non sans lui lancer des regards accusateurs qui lui transperçaient l'âme. Elle ne comprenait pas. Une intuition lui disait que c'était l'œuvre de Jean, mais elle ignorait encore l'ampleur de ce qu'il avait fait. Mathilde s'assit à son bureau, ressentant le poids de l'hostilité ambiante. Ses pensées bouillonnaient, son cœur battait vite.
Un pressentiment sombre l'envahissait. Soudain, son téléphone vibra. Une notification sur l'un des réseaux sociaux qu'elle utilisait pour rester en contact avec certains collègues. À contre-cœur, elle ouvrit l'application et, sous le choc, découvrit une publication montrant des captures d'écran d'une prétendue conversation où elle détaillait un plan de vol contre l'entreprise. Les images étaient nettes. C'étaient des messages qui semblaient provenir de son propre téléphone, décrivant un stratagème de détournement de fonds de l'entreprise vers des comptes à l'étranger, avec des références à un projet de fuite au Moyen-Orient. Mathilde sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Ce n'était pas seulement un mensonge, c'était un mensonge avec un but dévastateur. Les mots qu'elle était censée avoir utilisés ne ressemblaient en rien à son langage, mais étaient assez convaincants pour que n'importe qui croie à leur authenticité. Désespérée, Mathilde essaya d'imaginer comment prouver son innocence, mais l'ampleur de ce piège semblait insondable. Un sentiment d'impuissance écrasante s'abattit sur elle. Ses mains tremblaient, ses yeux brûlaient, et son cœur battait à tout rompre. Chaque phrase qu'elle lisait était comme une lame qui s'enfonçait davantage, l'accusation publique et explicite détruisant sa crédibilité en un instant. Avant qu'elle ne puisse réagir, son téléphone sonna de nouveau. C'était l'un des associés, avec une voix froide et sérieuse, lui demandant de se présenter immédiatement à une réunion. Mathilde sentit la panique monter, mais elle savait que fuir ne ferait qu'aggraver la situation. Elle prit une profonde inspiration et se rendit, tremblante, à la salle de réunion, traversant un couloir plein de regards qui semblaient déjà avoir prononcé leur verdict. En entrant, elle trouva les 3 associés assis, leurs visages fermés. Ils la regardèrent en silence pendant un moment, et Mathilde ressentit le poids du jugement dans chaque seconde de ce silence. L'associé le plus âgé, celui qui l'avait soutenu autrefois, fut le premier à parler, mais le ton de sa voix était maintenant bien plus distant, empreint de méfiance. « Mathilde, nous sommes tous très inquiets de ce qui se passe, » commença-t-il, d'un ton formel qui ressemblait plus à une sentence qu'à une conversation. « Ces messages sont graves. Il y a des rumeurs selon lesquelles vous auriez planifié un vol, une fraude contre l'entreprise elle-même. Nous devons comprendre ce qui se passe et entendre votre version des faits. » Mathilde, malgré le désespoir, rassembla toute la force qui lui restait. Sa voix était tremblante, mais chargée d'une sincérité pour elle indiscutable. « C'est un coup monté, un mensonge. Jamais je n'aurais fait ça. Tout a été fabriqué par quelqu'un qui veut me détruire, » dit-elle, tentant de maîtriser son émotion. « Quelqu'un veut que je sois vue comme une criminelle, mais je ne suis pas cette personne. Je ne sais pas comment, mais ces messages ne viennent pas de moi. » Les associés échangèrent des regards, et Mathilde sentit le poids de l'incrédulité. Il était évident qu'il, comme le reste de l'entreprise, avait été profondément affecté par le piège de Jean. La méfiance dans leurs regards était manifeste, une barrière invisible qu'elle savait devoir surmonter. Un autre associé, plus jeune et moins patient, soupira, visiblement irrité par la situation. « Mathilde, comprenez-vous la gravité de tout cela? Ces messages sont partout sur Internet, et notre entreprise est citée sur des sites et des réseaux sociaux. La situation est intenable. Même si vous niez, l'image de l'entreprise est déjà affectée. Nous devons protéger nos intérêts. » Mathilde se sentit engloutie par un gouffre d'injustice. Elle savait que ces messages étaient faux, qu'il ne s'agissait que d'un coup monté. Mais en regardant dans les yeux des associés, elle comprit combien il était difficile de lutter contre la force du mensonge que Jean avait créé. Il avait joué avec les peurs et les doutes de tous, utilisant son influence et ses ressources pour créer une fausse vérité, un piège qui anéantissait sa réputation et sa dignité. Lors de cette réunion, Mathilde comprit qu'elle était seule. Après ce qui semblait être une éternité de tentatives frustrées pour se défendre, la réunion prit fin
avec un avertissement terrible. L'associé le plus âgé, le regard déçu, déclara « Mathilde, nous allons procéder à une enquête formelle, mais vous êtes suspendue jusqu'à ce que tout soit éclairci. Nous ne pouvons pas permettre que notre entreprise soit compromise par des accusations aussi graves. Si ces messages s'avèrent vrais, il n'y aura pas d'autre choix que de prendre les mesures légales appropriées. » Mathilde sortit de la salle avec le poids d'une condamnation non déclarée. Les jours qui précédèrent le verdict furent un mélange de cauchemar et de confusion. Après sa suspension, l'enquête interne se transforma rapidement en procédure pénale. Les preuves, fabriquées par Jean, furent présentées au tribunal, et au grand désarroi de Mathilde, elles semblaient irréfutables aux yeux de tous. Ses avocats tentèrent de plaider en sa faveur, essayant de démontrer que tout cela n'était qu'un coup monté, mais le système, déjà entaché par la corruption que Jean manipulait habilement, se montra sourd à la vérité. Mathilde assista au déroulement du procès comme si elle était hors d'elle-même, spectatrice de sa propre descente. À chaque mot, chaque fausse preuve présentée, elle voyait son avenir se dissiper comme une ombre. Quand le juge prononça enfin la sentence condamnant Mathilde à 10 ans de prison, elle eut l'impression que le monde s'écroulait autour d'elle. 10 ans. 10 longues années loin de tout ce qu'elle aimait, loin de sa famille, de ses enfants, loin de la vie pour laquelle elle avait tant sacrifié. Elle se souvenait du visage de David, de la douleur qui se reflétait dans ses yeux en entendant le verdict, de l'expression de choc et de tristesse de ses enfants qui, même sans comprendre complètement ce qui se passait, ressentaient le poids de la perte. Maintenant, enfermée dans sa cellule, Mathilde se voyait plongée dans une obscurité qui semblait infinie. Le bruit lointain des autres détenus, le claquement des portes de fer, l'odeur humide du béton, tout l'oppressait, tout lui rappelait qu'elle était là, sans espoir de justice, sans la dignité qu'elle avait toujours portée avec tant de fierté. Les jours s'étiraient, chacun plus froid et cruel que le précédent, et le temps, qui autrefois représentait une lueur d'espoir, semblait maintenant être une prison en lui-même, une sentence s'étendant au-delà des murs. Mathilde passait des heures à fixer le plafond de la cellule, perdue dans des pensées qui étaient à la fois sa seule compagnie et sa plus grande torture. Elle se demandait inlassablement comment Jean avait pu être si cruel, comment quelqu'un pouvait porter en lui autant de haine, au point de détruire la vie d'une autre personne uniquement par orgueil et vengeance. Elle revivait chaque instant de son parcours dans l'entreprise, chaque seconde de l'humiliation, chaque parole de soutien reçue des associés. Et maintenant, où était-il? Où étaient les personnes qui lui avaient promis leur soutien? La sensation d'abandon, de trahison, rongeait chaque fragment d'espoir qui lui restait. Les nuits étaient les pires. Seule, dans le silence oppressant de la nuit, Mathilde pleurait en silence, des larmes mêlant nostalgie, douleur et impuissance. Elle pensait à David, à la dernière fois qu'elle l'avait serré dans ses bras avant d'être emmenée par la police. Elle pensait à ses enfants, à la souffrance qu'ils devaient ressentir, aux questions qu'ils devaient sûrement poser chaque jour. Où est maman? Quand revient-elle? Mathilde avait l'impression d'être lentement brisée, comme si chaque jour passé en prison arrachait un morceau d'elle-même. Pourtant, au milieu de cette obscurité, il y avait une présence qui la maintenait debout. Le souvenir de Julien. Elle se souvenait de son regard déterminé, de la façon dont il s'était battu pour elle au début, de la manière dont il avait tenté de la protéger de Jean. Elle savait que Julien était là, quelque part dehors, et qu'il ne renoncerait pas à prouver son innocence. Ce souvenir était sa seule ancre, ce qui l'empêchait d'être complètement engloutie par le désespoir. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans un coin de la cellule, les genoux serrés contre elle, regardant le vide, Mathilde entendit une voix familière dans le couloir. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle reconnut la voix de Julien. Il avait obtenu une autorisation pour la voir. En le voyant, Mathilde ressentit une vague d'émotion qui faillit l'étouffer.
Il était là, debout devant elle, le visage fatigué mais déterminé. Ses yeux, cependant, reflétaient une douleur silencieuse, comme s'il portait avec elle le poids de l'injustice. « Mathilde !» Julien dit, la voix basse et chargée d'émotion. « Je ne vais pas abandonner, je te le promets. Je sais que tu es innocente, et je vais le prouver. » Mathilde, les yeux embués de larmes, tenta de sourire, mais la douleur était visible dans chaque trait de son visage. Elle tendit la main pour toucher la sienne et Julien serra sa main avec force, comme si ce simple contact pouvait lui transmettre tout l'espoir dont elle avait besoin. « Julien, je ne sais pas si je vais tenir, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Être ici, loin de mes enfants, sans pouvoir les voir, sans savoir s'ils vont bien, c'est une douleur que je ne sais pas si je peux supporter. » Julien la regarda dans les yeux, son visage ferme, lui transmettant la force dont elle avait besoin. « Mathilde, je sais que cela paraît impossible, mais tu dois être forte. Tes enfants ont besoin de toi, David a besoin de toi, et moi, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Je fais tout ce que je peux pour rassembler des preuves contre Jean, pour montrer au monde que tu es innocente. » Mathilde sentit une petite flamme d'espoir se rallumer en elle. Elle savait que Julien n'était pas un homme de promesses vides, qu'il avait risqué sa propre sécurité pour elle auparavant et qu'il le ferait de nouveau. Sa présence était comme une bouffée d'air frais dans l'étouffement de la cellule, une promesse que, peut-être, un jour, elle pourrait reprendre sa vie. Après quelques minutes de conversation, Julien dut partir, mais avant de s'en aller, il la regarda avec une intensité que Mathilde porterait en elle pour les jours suivants. « Souviens-toi, Mathilde, ce n'est pas encore fini. Je vais me battre jusqu'au bout pour toi. Tu as encore des gens dehors qui croient en toi. Ne laisse pas Jean gagner. Ne renonce pas. » Cette même semaine, Julien alla chercher d'anciens collègues, des amis de confiance, des hommes et des femmes qui, comme lui, avaient quitté la vie des opérations secrètes, mais qui possédaient des compétences rares et une compréhension de ce que signifiait lutter pour la justice. Ils se réunirent dans un endroit discret, loin des regards curieux et des caméras de surveillance, dans un petit entrepôt abandonné que Julien utilisait comme refuge. L'atmosphère était empreinte de tension et de détermination. En expliquant la situation de Mathilde et ce que Jean avait fait, Julien vit l'indignation se dessiner sur les visages de ses amis. Tous comprirent qu'il ne s'agissait pas seulement d'aider une innocente, mais de combattre un système corrompu, de confronter quelqu'un qui croyait être au-dessus de toute conséquence. Ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan, une opération clandestine qui exigerait compétence, patience et surtout courage. La première étape du plan consistait à rassembler des preuves solides contre Jean, mais Julien savait que cela ne serait pas facile. Jean était méticuleux, un homme prudent qui savait dissimuler ses traces. Cependant, Julien et ses amis possédaient un atout. Ils connaissaient les failles de la technologie, savaient comment accéder à des enregistrements cachés et comment exploiter des faiblesses que la plupart des gens ignoraient. Ils décidèrent de commencer par une infiltration numérique, cherchant des informations sur les hackers engagés par Jean, tentant de dénicher des indices qui pourraient mener à des preuves concrètes. Après des jours de tentatives et de nuits sans sommeil, ils réussirent à tracer les transactions financières que Jean avait effectuées pour engager les hackers. Il s'agissait de virements vers des comptes suspects, liés à des identités fictives, mais qui, avec le temps et l'expertise du groupe, révélèrent un réseau de connexions pointant directement vers Jean. Les preuves, bien que discrètes, commencèrent à s'accumuler, donnant à Julien la certitude qu'ils étaient sur la bonne voie. Mais Julien savait que cela ne suffisait pas. Ils avaient besoin de quelque chose de plus direct, de quelque chose qui mettrait Jean au pied du mur. C'est alors qu'il prit une décision audacieuse et dangereuse. Confronter Jean directement, mais cette fois dans une position où il serait forcé de parler, de confesser la vérité.
Il savait que la manipulation émotionnelle serait son arme la plus efficace. Julien planifia soigneusement son prochain mouvement et, avec l'aide de ses amis, décida de kidnapper la personne que Jean aimait le plus, sa mère. Jean avait toujours été un homme froid et distant, mais sa mère, une femme âgée et malade, était le seul lien affectif qu'il entretenait. Julien savait que Jean ne tolérerait jamais de perdre sa mère et que, si elle était en danger, il pourrait enfin céder. Par une nuit calme, Julien et ses amis mirent leur plan à exécution. Ils prirent soin que l'opération soit discrète, sans violence, veillant à ce que la mère de Jean ne soit pas blessée, mais simplement emmenée dans un endroit sûr, hors de portée de l'influence de Jean. Après l'enlèvement, Julien envoya un message clair à Jean, l'avertissant que, s'il ne confessait pas la vérité et ne libérait pas Mathilde, il ne reverrait jamais sa mère. Jean, en recevant le message, sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. C'était la première fois qu'il ressentait le désespoir et l'impuissance qu'il avait lui-même infligés à Mathilde. Sa mère, la seule personne représentant un lien d'amour et d'humanité dans sa vie, se trouvait désormais entre les mains de quelqu'un qu'il avait toujours sous-estimé. Jean passa des heures en silence, partagé entre la rage et la peur. Pendant des jours, Julien et ses amis restèrent en contact avec Jean, envoyant des messages pour le presser et le confronter à sa propre cruauté. L'objectif n'était pas seulement d'obtenir la confession, mais aussi de lui faire comprendre l'ampleur de sa propre méchanceté. Le mental de Jean commença à se détériorer. Il ne pouvait plus dormir. Il ne pouvait plus penser à autre chose qu'à la possibilité de perdre sa mère. À chaque message de Julien, il sentait la vérité se rapprocher, une vérité qu'il avait tenté d'enfouir depuis le début. Enfin, dans un moment de désespoir absolu, Jean céda. Il ne supportait plus la pression, la peur constante de perdre le seul lien qu'il avait avec quelque chose qui ressemblait à de l'amour et à la famille. Il accepta de rencontrer Julien pour confesser, pour mettre fin au cauchemar qu'il avait lui-même créé. Julien organisa la rencontre dans un lieu sûr, où il pouvait enregistrer chaque mot, chaque détail, garantissant que la confession soit capturée de manière irréfutable. Après la confession, Julien s'assura que la mère de Jean soit rendue en sécurité, mais le mal était fait. Jean, désormais sans contrôle, sans pouvoir, savait que sa vie était sur le point de s'effondrer, et Julien, avec la confession en main, ressentit le soulagement et la satisfaction de savoir que la justice, bien que tardive et douloureuse, s'approchait enfin de Mathilde. Des jours passèrent, et le matin du nouveau procès se leva sous un ciel nuageux, comme si la nature elle-même reflétait la tension et l'attente qui pesaient sur tous les concernés. En attendant le début du procès, Mathilde observait les environs. Les employés qui avaient été témoins de son humiliation au bureau étaient là, les mêmes qui avaient ri et chuchoté pendant qu'elle était traitée avec mépris. Il y avait des journalistes, des avocats, et même les associés de l'entreprise, tous présents pour assister au dénouement d'une histoire devenue publique et scandaleuse. Chaque regard, chaque visage dans la salle portait avec lui une attente, une curiosité quant à ce qui serait révélé. Quand le juge entra dans la salle et que le procès commença, le silence qui s'installa était presque palpable. L'avocat de Mathilde, un homme sérieux et expérimenté, entama son argumentation avec calme et assurance. Il commença par rappeler l'accusation initiale, le prétendu plan de Mathilde pour voler l'entreprise et la manière dont les preuves avaient été présentées. Puis, dans un mouvement surprenant, il révéla la nouvelle preuve qu'il avait apportée. L'enregistrement de la confession de Jean, le responsable de tout ce complot. Au moment où l'enregistrement fut diffusé dans la salle, l'ambiance changea radicalement. La voix de Jean, fatigué et tourmenté, résonnait dans les haut-parleurs, chaque mot dévoilant les détails de sa vengeance contre Mathilde, chaque phrase confirmant ce que Mathilde et Julien avaient toujours su, qu'il avait manipulé toute l'histoire, fabriqué de fausses preuves,
Tout cela pour la détruire. La confession détaillait le contrat avec les hackers, les messages truqués, l'argent qu'il avait dépensé pour faire de la vie de Mathilde un cauchemar. Jean avouait tout, et chaque mot était comme un coup de marteau qui détruisait l'image fausse qu'il avait créée de lui-même. Les visages dans la salle reflétèrent le choc et l'incrédulité. Les employés qui auparavant la méprisaient voyaient maintenant, dans toute sa brutalité, la réalité à laquelle Mathilde avait été confrontée. L'avocat de Jean tentait de répliquer, d'essayer de trouver une faille, mais les preuves étaient trop claires, irréfutables. La salle était imprégnée du poids de la vérité, une vérité que personne ne pouvait ignorer. Quand ce fut au tour de Mathilde de s'exprimer, elle se leva, encore fragile mais déterminée. Il y avait dans ses mots une force silencieuse, une dignité que l'épreuve de la prison n'avait pas pu effacer. Je ne sais pas ce que Jean pensait obtenir avec tout cela, mais je sais ce qu'il m'a enlevé. Il m'a volé ma paix, m'a arraché à mes enfants et à mon mari pendant des mois. Il m'a fait douter de moi-même, de ma dignité. Et tout cela parce que j'ai refusé d'être humilié, parce que j'ai défendu mon droit au respect, dit-elle, la voix émue mais ferme. Les mots de Mathilde résonnèrent dans la salle, empreints d'une vérité qui toucha tout le monde présent. C'était comme si chacun ressentait le poids de l'injustice qu'elle avait portée seule pendant si longtemps. Mathilde leva le regard et continua. Mais aujourd'hui, après tout cela, je suis là. Et, malgré la souffrance, malgré tout ce qu'il a tenté de me faire subir, je suis encore debout. Et j'espère qu'au final, cela sera une leçon. Que la vérité, aussi dure soit-elle, finit toujours par éclater. Après le témoignage de Mathilde, le juge examina les preuves, chaque mot de la confession de Jean, et prononça enfin son verdict. Mathilde fut déclarée innocente de toutes les accusations, et le tribunal ordonna sa libération immédiate. Le soulagement sur le visage de Mathilde était immense, comme si une chaîne invisible s'était finalement brisée. Elle regarda David et Julien, qui lui souriaient, partageant avec elle ce moment de triomphe et de libération. Mathilde était libre. Mais le procès ne s'arrêtait pas là. Jean, désormais complètement démasqué, reçut sa sentence. Le tribunal le condamna à une peine de 7 ans de prison et à une indemnisation de 248 000 € pour Mathilde. Une compensation financière qui ne suffirait jamais à réparer le temps perdu, mais qui symbolisait une tentative de réparer, au moins partiellement, l'injustice qu'elle avait subie. Jean, qui jusque-là avait conservé une expression de supériorité et de froideur, n'était plus qu'une ombre de lui-même, un homme vaincu, incapable de faire face à la réalité qu'il avait lui-même créée. À la fin du procès, les associés de l'entreprise, visiblement gênés, s'approchèrent de Mathilde. Il y avait du regret dans leurs yeux, une prise de conscience tardive de la douleur et de l'abandon qu'elle avait enduré. L'un d'eux, l'associé le plus âgé, prit la parole au nom des autres. « Mathilde, nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous tenons à nous excuser d'avoir douté de vous, d'avoir permis à quelqu'un comme Jean de rester dans l'entreprise. Nous avons fait une erreur et nous aimerions essayer, d'une manière ou d'une autre, de la réparer. » Avec un poids de sincérité dans ses mots, il ajouta « Nous voulons vous offrir le poste de directrice exécutive de l'entreprise. Nous savons que cela ne compensera jamais ce que vous avez vécu, mais c'est une opportunité de reconnaissance pour ce que vous avez toujours mérité. De plus, nous prendrons en charge votre formation afin de vous donner toutes les compétences nécessaires pour assumer ce poste. » Mathilde avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Après des mois de douleur et d'humiliation, elle était maintenant invitée à occuper le poste le plus élevé de l'entreprise. C'était comme si l'univers, dans un geste de réparation, lui offrait la possibilité de transformer la tragédie en victoire. Elle regarda les associés et, après un instant de silence, acquiesça avec un sourire de gratitude et une nouvelle détermination dans le regard. Après des mois de souffrance,
Mathilde pouvait enfin voir la lumière au bout du tunnel. Elle avait retrouvé sa liberté, sa dignité, et maintenant, un poste qui lui permettrait de redéfinir sa vie et celle de sa famille. En sortant du tribunal, Mathilde sentit le vent souffler sur son visage, un souffle de liberté qui semblait la revitaliser. Les associés l'attendaient avec des sourires de bienvenue, et cette fois, leur regard était sincère, empli de respect et d'admiration. Mathilde s'assit à la table, non plus comme la femme de ménage qui nettoyait silencieusement les taches de café ou rangeait les papiers après des réunions qui n'étaient pas pour elle. Désormais, elle était là en tant que personne dont la valeur avait été enfin reconnue, en tant que femme qui, contre toute attente, était devenue une force inébranlable au sein de cette entreprise. L'associé le plus âgé, qui était devenu un allié et un soutien pour Mathilde, entama la réunion. « Mathilde, nous savons que rien de ce que nous pourrons dire ou offrir n'effacera la souffrance que vous avez traversée. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour vous donner une opportunité que vous méritez depuis toujours. Nous voulons que vous deveniez notre nouvelle directrice exécutive, » dit-il avec un sourire respectueux. Et en plus, nous vous offrirons une année de formation en gestion et en leadership pour que vous soyez pleinement préparés aux défis que ce poste exige. Mathilde écouta attentivement, absorbant chaque mot. Elle ressentit un mélange de fierté et de responsabilité, un désir profond de transformer cette entreprise en un lieu plus juste et humain. Elle savait qu'en acceptant le poste, elle pourrait faire la différence, non seulement pour elle-même, mais pour tous les employés qui, comme elle, avaient été invisibilisés et méprisés. Elle remercia les associés, ses mots empreints de gratitude et de détermination. « J'accepte cette opportunité avec humilité et engagement. Je vais travailler pour que cette entreprise soit un endroit où chacun puisse être valorisé, où personne ne doive ressentir ce que j'ai ressenti, » dit-elle, la voix ferme et chargée de sens. « Je veux construire un espace de respect et de dignité pour tous ceux qui y travaillent. » Enfin, après la période de formation, le jour arriva où Mathilde assumerait officiellement le poste de directrice exécutive. Elle entra dans le bâtiment où elle avait travaillé pendant des années comme femme de ménage, mais cette fois, sa présence émanait d'une nouvelle forme d'autorité, un respect qui n'était pas imposé mais mérité.